Bonjour et bienvenue sur La Voix du Parfum, le podcast qui fait entendre ce qui habituellement se sent. Je suis Isabelle Sadou, consultante éditoriale consacrée à la belle parfumerie française. J'écris, je raconte et je fais parler les parfumeurs pour qu'ils nous partagent leur passion lors d'interviews parfumées. Je crée aussi des podcasts pour les marques, les entrepreneurs, les institutions, tout domaine confondu. Moyen efficace de communication différenciant, le podcast de marque touche une plus grande cible, réveille les émotions et renforce votre notoriété. Retrouvez-moi sur le site internet d'unmodealautre.com et mes réseaux sociaux. Likez, commentez, partagez si cette interview vous a plu ou si vous avez un projet de podcast. À bientôt et bonne écoute. Bonjour, aujourd'hui je suis en direct du Musée international de la parfumerie de Grasse avec Diane Sora, autrice, biographe et guide conférencière spécialiste du parfum au sein de son agence advitam.fr. Et c'est à ce titre que je suis heureuse de vous accueillir sur La Voix du Parfum, Diane. Bonjour Isabelle, merci. Diane, aujourd'hui vous allez nous présenter Gabrielle Chanel telle qu'on ne la connaît pas, mi-chenille, mi-papillon selon vous. Parcourons sa biographie au rythme de ses rencontres, en commençant par celle de son enfance, pas si gaie en fait. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est toujours très compliqué de travailler sur Gabrielle Chanel parce qu'elle a éludé beaucoup d'éléments de son existence. En fait, c'est elle qui a décidé de ce qu'elle dirait, de ce qu'elle ne dirait pas. Et selon les périodes, selon les personnes, les versions ne sont pas toujours les mêmes. Alors ce que l'on sait, c'est qu'elle est née à Saumur, que ses parents étaient des marchands forains. Son père, Albert, était un séducteur invétéré et il était l'aîné d'une fratrie de 19. Donc voilà, une très très grande famille originaire des Cévennes. Et puis il a séduit Jeanne, la maman de Gabrielle. Quand il a appris qu'elle était enceinte, il a disparu dans la nature. Mais ça, c'était sans compter sur la famille de Gabrielle qui l'a poursuivi et qui l'a ramené à la maison pour la naissance de Julia, la sœur aînée de Gabrielle. Elles ont moins d'1 an d'écart. Et donc cet Albert qui avait un peu la bougeotte et dont Jeanne était follement amoureuse va faire vivre une vie pas très facile à sa petite famille. Mais Gabrielle va rester quand même plusieurs années chez son oncle et sa tante dans le village de Courpierre. On est en Auvergne, et ce village de Courpierre va rester très important dans son existence, dans ses souvenirs, même si elle n'en parle pas arrivée à l'âge adulte, parce qu'elle y a découvert la vie en plein air. C'est quelque chose qui était très important pour Gabrielle. Un goût, je ne dirais pas, mais en tout cas une propension à la solitude, et des éléments qui vont profondément la marquer, jusqu'à ce que Albert décide de migrer à Brive-la-Gaillarde, qu'il demande à Jeanne de l'y rejoindre. Jeanne le rejoindra avec Julia et Gabrielle, et malheureusement va décéder. Elle est de santé fragile, elle a à peine 33 ans lorsqu'elle meurt. Gabrielle la trouve, et Albert, ne voulant pas s'embarrasser de ses enfants, ils en ont eu 6 ensemble, il y a des petits frères également, va abandonner ses filles dans l'abbaye d'Aubazine, qui a également un orphelinat à quelques kilomètres donc de Brive-la-Gaillarde. Donc oui, enfance pas très amusante. Et son adolescence, comment elle se passe avant que jeune femme elle fasse une rencontre dont vous allez nous parler tout de suite avec un certain Boy, B-O-Y, Boy Capel. Enfance et adolescence dans cet orphelinat d'Aubazine qui va la marquer profondément par la rigueur monastique, le noir et le blanc qui sont indissociable de sa carrière de couturière, certains éléments de décor, les vitraux en grisaille qui semblent représenter des C entrelacés. Alors ces C entrelacés, on peut leur trouver beaucoup d'explications. L'arrière-grand-père de Gabrielle s'appelait Joseph, et comme c'est une famille qui était peu fortunée, Joseph fabriquait les meubles pour la famille. Et en bon chrétien, Joseph Chanel ne pouvait pas signer ses meubles JC, c'était pas envisageable. Donc il les signait avec un double C. Ça, c'est une origine possible. Et puis, il y a peut-être aussi une autre source à tout cela, qui serait le Capel de Boy que vous évoquiez il y a un instant. Je reviens sur Aubazine. On va y trouver aussi les lunes, les étoiles, des éléments décoratifs que Gabrielle utilisera dans sa couture, mais aussi dans la bijouterie qu'elle réalise.
C'est des suppositions, elle n'a pas raconté ses sources d'inspiration, on fait des liens, mais il y a quelques éléments qui sont peut-être à prendre au conditionnel. Oui, le conditionnel, c'est même indissociable de Gabrielle, absolument. Ce que l'on sait, c'est qu'elle a continué très secrètement à faire des dons à l'abbaye d'Aubazine, à cet orphelinat dans lequel elle a passé toute sa vie, enfin toute sa jeunesse en tout cas. Mais en effet, oui, lorsqu'elle va se raconter, c'est sa légende qu'elle raconte. Et elle veut absolument gommer. Je pense qu'il y a une obsession chez Gabrielle Chanel qui est de ne pas faire pitié. Et du coup, elle va probablement passer à côté de ce qui touche les gens. Parce que son histoire est tellement extraordinaire, elle est tellement émouvante qu'elle aurait peut-être permis de comprendre beaucoup de choses. Aujourd'hui, quand on évoque Gabrielle Chanel, pour beaucoup de personnes, c'est une personnalité difficile, dure. Et derrière tout ça, il y a des explications. Cette légende qu'elle s'est construite la déshumanise un petit peu, mais bon, ça fait partie du personnage. Alors, on a cité tout à l'heure Boy Capel. Qui est ce personnage, justement ? Le personnage qui va permettre à Gabrielle de sortir de son enfance difficile. Après Aubazine, Gabrielle va être pendant un temps à Moulins, et à Moulins, elle rencontre, alors était-ce à Moulins ou à Vichy, peu importe, Étienne Balzan. Étienne Balzan, c'est un jeune homme de la haute bourgeoisie financière qui va acheter, après le décès de ses parents, qui étaient des industriels du textile, un magnifique domaine à Royal-Lieu, non loin de Compiègne, où il élève des chevaux. C'est un domaine que Gabrielle ignore complètement. Il va lui apprendre à monter et il la présente parfois, parce qu'ils n'appartiennent pas au même monde, à certains de ses amis, parmi lesquels donc ce fameux Boy Capel. Vraisemblablement, la rencontre a dû avoir lieu à Pau, pendant la chasse au renard. Il y a des saisons comme cela, donc régulièrement, ils vont passer l'hiver à Pau. Et Boy est un excellent cavalier, c'est un excellent joueur de polo, et c'est un industriel dans le domaine du charbon qui va jouer un rôle assez important pendant la Première Guerre mondiale. C'est un personnage qui fascine Gabrielle. Il est beau, il est intelligent, il est très cultivé et il ne la regarde pas comme quelqu'un d'inintéressant. Il se rend compte très vite, il est un petit peu déçu par son manque de culture, mais il essaye de remédier à cela en lui conseillant des livres. Surtout, il dira qu'elle avait une intelligence largement supérieure à la sienne, ce qui est quand même un bel hommage, absolument. Et c'est lui qui, lorsque Gabrielle émet des désirs de se lancer dans la fabrication de chapeaux, c'est son premier métier, elle est modiste, va lui mettre le pied à l'étrier, va lui trouver un local, va l'aider financièrement. Donc il crée d'une certaine manière Gabrielle Chanel, en tout cas il la lance. Une autre étape qui va lancer sa carrière aussi, c'est grâce au monde des arts, puisqu'elle va devenir mécène très tôt, et ses rencontres dans le monde des arts va être source d'inspiration très très puissante. Ouais. Gabrielle avait assisté à la première du Sacre du Printemps, au Théâtre des Champs-Élysées, ce qui avait été à la fois un succès et un scandale. La salle était comme divisée en deux, entre les pour et les contre. Et Gabrielle était fascinée et par la musique et par les danses. C'est une musique qui est très saccadée, qui est très barbare d'une certaine manière, la musique d'Igor Stravinsky. Et donc cela avait beaucoup marqué Gabrielle. Boy lui-même fréquentait un petit peu le monde des comédiens et des comédiennes surtout. Il lui avait présenté par exemple Gabrielle Dorza, qui va poser avec les chapeaux de Gabrielle dans des revues de mode. Donc ça va être important pour sa carrière. Mais il n'a pas de connaissances particulières en termes de peintre et de sculpteur et d'architecte. C'est Misia Godebska, qui va devenir une amie très proche de Gabrielle, qui va l'initier à tout ça. On est en quelle année là ? Alors là, on est dans les années 20, fin des années 10, début des années 20. Misia, c'est un personnage qui est très intéressant aussi. Elle a été l'épouse de Thaddée Nathanson, l'un des fondateurs de la Revue Blanche. Et en tant que telle, elle était la muse de tous les peintres de l'époque, Vuillard, Bonnard notamment. Et puis, elle va épouser en seconde noces un magnat de la presse qui va lui ouvrir d'autres portes. Et le troisième homme de sa vie, c'est José Luis Sert, un peintre catalan qui va l'introduire dans un monde de peinture. Quand il se rencontre avec Gabrielle, il se rencontre chez Agnès Soral, la comédienne de la Comédie Française, et il y a une sorte de coup de foudre entre Misia et elle. Et elle décide de lui présenter le tout Paris des arts et de la culture. Et c'est notamment Misia qui va présenter Gabrielle à Serge de Diaghilev, le patron des ballets russes.
Serge de Diaghilev ne rêve que d'une chose, c'est de remonter son Sacre du Printemps. Il a besoin d'argent pour ça. Ils se rencontrent à Venise. Gabrielle écoute, c'est quelqu'un qui écoute beaucoup, elle parle peu, surtout à cette époque-là, elle est encore très timide. Là, on est en 1920. Et Serge de Diaghilev explique à Missia qu'il rêve donc de remonter son ballet. Et quelques jours plus tard, lorsqu'ils sont de retour à Paris, Gabrielle arrive avec un chèque de, je crois, 300 000 francs, quelque chose comme 200 000 euros, qui ont même une somme tout à fait conséquente, ce qui va lui permettre de remonter son ballet, et elle lui fait jurer de n'en rien dire à personne, surtout pas à Missia, parce qu'elle a conscience de marcher un petit peu sur les plates-bandes de son ami. Bon, Diaghilev tiendra sa langue pendant 15 jours, mais en tout cas, ça va permettre au ballet russe de pouvoir remonter à nouveau ce Sacre du Printemps, et ça permet à Gabrielle de rentrer dans ce monde des arts qui la fascine. C'est à cette époque-là également qu'elle fait connaissance de Jean Cocteau, Pierre Reverdy. Jean Cocteau, elle va créer plusieurs costumes pour lui, notamment pour son Antigone, et elle va s'inspirer. Il y a un travail de documentation intéressant. Allez, on va dire que grâce à Boye, ses connaissances en termes d'antiquité s'étaient développées, donc elle essaye de s'inspirer de ses lectures pour créer des costumes adéquats pour la pièce de Jean Cocteau. Et Pierre Reverdy, c'est également Missia qui le lui présente. Pierre Reverdy, c'est un poète un peu maudit. Aragon disait que c'était le plus grand poète du monde, cela dit, mais qui va avoir une carrière très chaotique. Elle va énormément l'aider en secret, notamment en achetant des quantités importantes de ses livres ou en signant des chèques à ses maisons d'édition, en leur demandant, là aussi dans le secret le plus total, de les reverser comme droit d'auteur à Pierre Reverdy. Alors quand Gabrielle ne fréquente pas les théâtres, quand elle ne lit pas et quand elle ne s'inspire pas de poètes et autres littérateurs, elle tombe amoureuse. Et là, il y a un pan de sa personnalité que vous allez pouvoir nous dévoiler. C'est une grande amoureuse. Le goût pour la lecture de Gabrielle remonte à son adolescence, puisque de temps en temps, elle passait des vacances chez une de ses tantes, qui habitait pas très très loin d'Aubazine, dans le grenier de laquelle elle trouvait des quantités et des quantités de romans photos. C'est le goût pour la lecture qui arrive comme cela, avec des histoires, disons-le clairement, à l'eau de rose, et elle ne s'en cachait pas. Donc elle développe aussi un côté très romanesque. Et Boye, c'est qui arrive sur son cheval blanc en plus, enfin, voilà, il y a vraiment ce côté très roman. Malgré tout, elle a conscience du fait qu'il ne l'épousera pas. Il a des ambitions très grandes, et même si elle commence à être de plus en plus connue, sa renommée n'est pas suffisante pour que Boye Capel décide de l'épouser. Bon, on ne peut pas refaire l'histoire, il est décédé brutalement dans un accident de voiture, ce qui a été un choc épouvantable pour Gabrielle. On ne sait pas ce qui serait advenu sans cela. Donc Boye a été vraiment, elle le dit lui-même, hein, il a été mon amant, mon frère, mon père et toute ma famille, parce qu'il l'a complètement ouverte à elle-même. Quand elle va le perdre, Missia et José Luis vont beaucoup l'entourer, ils l'emmènent avec eux pendant leur voyage de noces à Venise. Bon, ça fait de nombreuses années qu'ils vivent ensemble, donc on n'est pas sur un voyage de noces de jeune couple, mais en tout cas, ils veulent lui faire changer un petit peu d'air. Et quelques mois plus tard, elle va rencontrer le beau Dimitri. Et le grand-duc Dimitri, avec ses beaux yeux bleus, qui n'a plus un sou vaillant, va devenir son amant pendant à peu près une année. Et ce qui est intéressant, c'est que Gabrielle se sert de ces histoires d'amour comme source d'inspiration. La Russie va prendre un pas important dans la couture Gabrielle Chanel. Elle s'inspire par exemple des roubachkas. Les roubachkas, ce sont les tuniques des paysans russes avec des broderies qu'elle va prendre comme modèle. Et puis, c'est également lui qui va la présenter à Ernest Beau, le créateur du numéro 5. Donc c'est un personnage important. Bon, c'est une année, c'est pas fait pour durer. Peut-être que l'un et l'autre se pensent à l'épaule de l'autre. Mais en tout cas, ça a été un personnage important. Ce qui est intéressant chez Gabrielle, c'est qu'elle reste, après les ruptures, très amie avec ses anciens amants. Et ça va être une amitié très fidèle. Elle a aussi été fascinée par un grand tennisman qui l'a inspirée également. Vous parlez de Polyribes. Ouais. Le tennis lui a été fatal, le pauvre. Polyribes, c'est un personnage fascinant, là aussi, détestable probablement. Colette voyait le diable en lui. Polyribes, c'est un décorateur, c'est un designer, c'est un peu anachronique d'utiliser ce terme-là, mais c'est comme cela qu'on le désignerait aujourd'hui. Il a travaillé, c'est à lui que l'on doit par exemple la petite silhouette sur le flacon d'arpège de Jeanne Lanvin. Il avait une boutique qu'on pourrait qualifier de boutique de design, il va travailler dans la bijouterie, il va être l'assistant de Cécile B2000 à Hollywood. Donc c'est vraiment un homme qui a une carrière extrêmement riche.
et qui a aussi un autre travers, c'est d'aimer profondément l'argent et notamment les femmes qui en ont beaucoup. Donc il s'est marié 2 fois, il a complètement réduit à néant la fortune de sa première femme. La seconde, Mabel, a réagi suffisamment tôt pour ne pas se faire plumer jusqu'au dernier degré. Et quand il est rentré en France, elle était américaine, quand il est rentré en France et qu'il a rencontré Gabrielle, qui est belle, qui est riche, qui est célèbre, c'était beaucoup trop alléchant pour lui. Et Gabrielle est fascinée par cette personnalité, d'autant plus qu'elle aime les gens qui savent. Et c'est un grand connaisseur des arts, donc il l'intéresse beaucoup. Malheureusement, là aussi, l'histoire va se terminer brutalement, puisque alors qu'il l'a rejoint à la Pausa, la maison qu'elle s'est fait construire à Roquebrune-Cap-Martin, il est terrassé sur le terrain de tennis par une crise cardiaque. Bon, on va arrêter le palmarès des conquêtes de Gabrielle et on va revenir sur le fameux Dimitri et surtout le lien qui va unir Gabrielle à un autre personnage issu de la Russie, on en a déjà parlé. Il s'agit d'Ernest Beau et de ce fameux numéro 5 qui marque un tournant dans sa carrière de créatrice de parfums. Oui, Gabrielle avait déjà lancé une eau qui s'inspirait, dit-on, des secrets de beauté de la reine Catherine de Médicis. Et c'est Missia qui aurait dit à Gabrielle qu'il fallait absolument qu'elle crée un parfum. Et donc, elle demande à Dimitri de lui présenter un parfumeur, elle rencontre Ernest Beau, et elle va lui demander quelque chose qui est à la fois très simple, mais quel gageur, faites-moi un parfum de femme à odeur de femme. Waouh! Et notre Ernest garde en mémoire une odeur qui l'a profondément marqué, alors ce qui est très très abstrait pour la grande majorité des gens. Il garde en mémoire l'odeur très caractéristique des lacs et des cours d'eau sur le cercle polaire sous le soleil de minuit. Donc c'est quand même une odeur très particulière. Et il se trouve que depuis près de 20 ans, les parfumeurs ont à leur disposition une matière première de synthèse qu'ils n'osent pas trop manipuler, qui s'appelle l'aldéhyde. Cette matière première, elle a un côté qui est à la fois métallique, un peu instable, et on ne sait pas trop comment vraiment la manipuler. Et il se dit que c'est peut-être le moment de faire un test. Et il va travailler là-dessus, il reviendra présenter à Gabrielle une dizaine de flacons, un groupe numéroté de 20 à 24. Gabrielle va tout d'abord s'arrêter sur le 22. Et ce 22, elle le met de côté. Ça sera le numéro 22 qui sortira l'année d'après, en 1922. Et elle revient sur le 5e flacon, qui est, dit-on, celui où la proportion d'aldéhyde est la plus élevée, avec également 79 autres matières premières, dont du jasmin, dont de la rose, de l'ylang, du vétiver, etc. Alors évidemment, se pose la question du nom. Et lorsqu'elle annonce à Ernest Beau qu'elle va lui laisser son immatriculation, il oppose le fait que ça ne s'est jamais fait. Jusque-là, les parfums portaient des noms très évocateurs, fruits défendus, bouquet impérial, etc. Voilà, numéro 5. Mais ce qui est formidable avec ce numéro 5, c'est que d'une part, c'est la première fois qu'on baptise un parfum de cette façon-là, ça le distingue. Et puis on n'a pas besoin de le traduire. Quel que soit le pays dans lequel vous allez le vendre, le numéro 5, ça se comprend tout de suite. Donc sur le plan marketing, Gabrielle est tout à fait novatrice aussi. Et elle va le placer dans un flacon à la sobriété absolue, un flacon carré, dit-on inspiré des flasques de vodka des soldats de l'armée russe. On est toujours avec cette référence-là, très très sobre, et avec une étiquette imprimée noire et blanche, noir sur blanc. On ne peut pas faire plus sobre non plus. En fait, finalement, elle met en valeur le liquide, pas l'habillage. On laisse François de Coty de côté, mais voilà, c'est le jus qui est mis à l'honneur et c'est ce qu'elle continuera à faire et ce que ses successeurs continueront à faire pour les parfums Chanel. Ce qui n'est pas à la mode ne peut pas se démoder. Elle a été pour cela très précurseur, incroyable. Pour terminer, elle l'a dit, ou elle aurait dit, une femme doit être chenille le jour et papillon la nuit. Et c'est l'intitulé de votre conférence qui se termine maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle entend par là, selon vous ? Alors Gabrielle disait qu'il n'y avait rien de plus confortable qu'une chenille et rien de plus fait pour l'amour qu'un papillon. Donc la journée, il faut être dans des vêtements confortables, comme le serait une femme dans une peau de chenille d'une certaine manière, et mettre des robes en mousseline, en tulle pour le soir, comme des ailes de papillon. C'est une image que j'aime beaucoup,
parce que non seulement il y a ce côté très, très poétique et assez amusant de se comparer à une chenille. On compare plus facilement une femme à un papillon qu'à une chenille, mais pourquoi pas, il y a ce côté confortable qui est intéressant. C'est le cheval de bataille de Gabriel pendant toute sa carrière, d'avoir des vêtements faciles à vivre, faciles à enfiler, confortables, élégants. Gabriel avait une silhouette extrêmement menue, ce qui n'était pas du tout à la mode dans l'entre-deux-guerres. Exactement. Et pour tout vous dire, à l'époque où elle était à Moulins et où elle essayait de se lancer comme chanteuse, elle a chanté dans des cabarets. Elle était ce qu'on appelait une poseuse, donc d'une certaine manière, elle chauffait la salle pour les vrais artistes, entre guillemets. On l'appelait la famine aux Indes, tellement elle était mince. Et elle a bien compris que c'était intéressant pour elle de mettre des vêtements amples et donc confortables, de manière à cacher ce défaut. Mais ce défaut, elle va le mettre à la mode, puisque finalement, la silhouette androgyne, la silhouette de la garçonne, c'est elle qui la lance. De la même manière qu'elle lancera les cheveux courts, là où quelques années plus tard, Colette et Polaire n'avaient fait qu'un scandale. Bref, pour en revenir à notre chenille, à notre papillon, l'image me plaît particulièrement parce que on pense à la chrysalide, et finalement, qu'est-ce que c'est que l'histoire de Gabrielle, si ce n'est cette éternelle réinvention d'elle-même, de passer de cet état de chenille à cet état de papillon, quelles que soient les embûches que la vie lui a réservées, pour créer le personnage qu'elle voulait être. Personnage dont elle a écrit et réécrit la légende, nous emmenant dans les méandres de suppositions et que l'on suit ou pas. En attendant, venez au musée international de la parfumerie pour poursuivre cette épopée avec Diane autour de Gabriel et des beaux parfums de France. Merci beaucoup. Merci Isabelle. Merci de nous avoir suivis sur le podcast La Voix du Parfum. Je vous donne rendez-vous lors d'une prochaine interview ou d'une échappée belle dans l'histoire de la parfumerie. Prenons contact si vous aussi vous souhaitez créer votre podcast et diffuser vos talents et vos savoir-faire. À bientôt!